Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac, votre émission sociopolitique et culturelle qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, mais tout en respectant la norme. Vous êtes professeur, élite, homme de Dieu, homme politique, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Pour participer, c'est simple, vous n'avez qu'à appeler sur les numéros qui est affiché au bas de vos écrans ou carrément nous écrire pourquoi pas. Alors ce soir, je reçois pour vous un monsieur qui n'est pas trop connu hein, dans les médias. C'est un Congolais. Un Congolais qui a des ambitions politiques, bien sûr. Il s'agit de monsieur Philippe Topeli. Bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir Madame Nicole, je vais bien. En forme? En forme, plus ou moins. Ok, alors monsieur Philippe Topeli, vous vous êtes fait enrôler dernièrement, vous avez des ambitions politiques. Pouvez-vous nous parler de vous? Qui est Philippe Topeli et c'est quoi ses projets? Eh ben, écoutez, Philippe Topeli, c'est votre frère congolais. Un frère congolais de père et de mère, comme vous l'entendez dire, de père et de mère. Oui. Donc du coup, je suis né fils d'un monsieur Topeli, Mondangila, Albert, et d'une mère Brigitte Yabalandeke. Je suis résident à l'étranger, je vis en France, comme tout Congolais du diaspora. Donc voilà, la révolution m'est venue de descendre sur le terrain et de postuler en candidature de député provincial. Ah, d'accord. Vous êtes candidat à la députation provinciale. Pourquoi vouloir faire la politique? Ben, c'est comme on entend... Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la politique? Ben, à un moment donné, il y avait des évasions en fait. Je m'évadais parce que, comme on dit... Sogolingi Kolanda, politique des politiques Kolanda. Donc moi j'étais parmi ce monde-là qui faisait les gires en fait. Je faisais les 100 mètres plats, je ne voulais pas m'ingérer à 100% dans la politique et tout, mais ben, les choix m'égarent. La politique aujourd'hui m'a rattrapé et me voici aujourd'hui, sans plus tarder, je suis venu parce que... Donc vous le faites par conviction? Par conviction, évidemment. Vous voulez changer les choses? Effectivement. Êtes-vous sûr? Si aujourd'hui vous êtes élu député provincial, vous allez changer des choses dans la ville de province de Kinshasa? Avec Dieu, nous vaincrons. Ah, d'accord. Alors, vous êtes membre de Ensemble pour la République. Hein, je rappelle, j'ai oublié de dire que vous étiez membre de Ensemble pour la République. Pourquoi avoir seulement choisi Ensemble pour la République dans la multitude des partis que comptent les pays? Écoutez, vous avez bien dit tant d'autres partis. J'ai pris mon temps, j'ai erré aussi un peu comme tout le monde, on peut dire, voilà quoi. J'étais d'un côté à l'autre, et après tout ce qui se passe en ce moment, évidemment j'ai choisi mon côté, bah, je suis dans l'ensemble parce que Ensemble de Moïse Katumbi, c'est pas pour son argent, ouais, non. Hein, parce qu'il paraît que c'est parce qu'il aime les gens. Parce qu'il aime les gens. Ah d'accord. Et vous espérez qu'il pourrait changer parce que votre président et le président de votre parti est candidat président de la République, hein, la présidentielle de 2023 ici, c'est bientôt d'ailleurs. Le voyez-vous avoir des chances à gagner la présidentielle? Ben, le président Moïse Katumbi, je pense qu'il a 100% de chances de gagner. 100% de chances de gagner? 100% de chance. Et comment ça, expliquez-vous un peu? Les œuvres parlent à sa place. Les œuvres parlent à sa place. Comment voir juste une photo d'un monsieur affiché sur les écrans, sur les internets qui bouge le monde. Et quand ça bouge, ça dit il y a du bon quoi. Il y a du bon. Je sais que tout ira mieux, de mieux en mieux. Ben, je suis sur le terrain de temps en temps et j'entends dire il a une forte population. Est-ce que vous les connaissez personnellement? Vous l'avez déjà approché? Vous avez déjà parlé avec lui? Personnellement, j'ai jamais parlé à M. Moïse Katumbi. Et comment vous avez adhéré Ensemble pour la République? Ah ok, ça c'est une histoire. C'est une très longue histoire. J'ai connu Ensemble pour la République à travers d'un monsieur Roger Bidoda. Il a créé son parti, c'est en 2019, hein, c'est depuis Ensemble pour la République, si je me souviens, si j'ai bonne mémoire, je crois. C'était en 2019, la création de Ensemble. C'était à mon deuxième voyage quand je suis arrivé.
Je m'évadais, comme je dis tout à l'heure, je m'évadais, mais ben, un monsieur m'a retenu, il me dit, mais messieurs, où sont passées vos ambitions politiques? Il y a bien longtemps, vous avez dit que vous allez postuler et tout, machin, qu'est-ce qui arrive et tout. Je dis, mais attendez, avec les vogues qui se passent en ce moment, je pense ne plus faire partie de cette histoire de politicien et tout. Mais après, le mec, il me dit, mais attends, pourquoi tu ne te donnes pas la chance chez Moïse Katumbi? J'ai dit, mais attendez, Moïse Katumbi, il a un parti politique en ce moment. Et tu dis, mais oui, on a notre bureau qui est sur place à Kasavubu même. Toi, étant qu'autochtone de Kasavubu, vous êtes natif de Kasavubu? De Kasavubu. Ah, d'accord. Vous avez grandi à Kasavubu? Oui, je suis né à Kasavubu. Né à Kasavubu, grandi, oui. Ouais. Ok. Et c'est comme ça que il m'a présenté M. Francis Kalombo. Ah, d'accord. Et c'est avec M. Francis C'est lui le coordonnateur, hein, oui, le coordonnateur oui. de Ensemble Kinshasa. J'ai été à son bureau. On a discuté très brièvement et c'était un succès. Et du coup, le choix m'a été permis de faire ce que j'ai pu faire. Et quelle valeur vous voyez chez Katumbi? Est-ce que c'est un monsieur qui a des valeurs? Monsieur Katumbi, il a des très fortes valeurs. Ouais, pour un homme d'État, il a toutes les preuves qu'il faut à la place, en fait. Donc, du coup, Katumbi, c'est la réincarnation du Christ en lui-même, en fait. Ah bon? Ouais. C'est comme je vous l'ai dit, la réincarnation du Christ, je ne mâche pas le mot. On voit par les œuvres. On voit par les œuvres. Ouais. Mais que pensez-vous du débat sur la congolité? Certains pensent qu'il faut limiter l'accès à la présidence de la République qu'aux Congolais nés des pères et des mères, des Congolais d'origine. Donc vous voulez parler c'est exactement de la loi Tchani, c'est ça? De la loi Tchani. C'est pas la loi, hein, parce que ça n'a pas été voté. Donc c'était une proposition de Noël Tchani. Je pense que la dernière fois, la question m'a été posée et je l'ai traité d'un débat à bas étage. C'est un débat que catégoriquement, oui, vous avez parlé de ça le jour où vous vous êtes fait en Congolais. Hein, justement. On a suivi. Voilà, ben, du coup, je le répondrai encore une fois. Pourquoi seulement cette loi au Congo? On a vu aux États-Unis, Obama, président de la République. On voit un peu partout, est vrai, les métis, les noirs. Les métissages, c'est pas seulement la peau. Les métissages, c'est deux pays opposés qui font des enfants et qui deviennent, voilà, hein, et ça fait le métissage en fait. Donc du coup, le métissage n'empêche pas qu'un enfant d'État, un enfant d'un pays devienne président de la République, ministre, que ces monsieur ou cette dame deviennent magistrat ou quoi que ce soit. Je pense que l'idée n'est pas bonne. Comme je dis, l'idée n'est pas bonne, c'est de la gâchis et c'est du perte de temps inutile. Parce que selon vous, c'est de la discrimination? C'est de la discrimination totale. Voilà, c'est de la discrimination totale. Cette histoire de race, on est au XXIe siècle. Et je pense que la place n'est pas bien choisie pour y mettre. Pourquoi? Parce donc que vous êtes victime aussi? Ah oui, c'est le premier point qui m'a révolté en fait à la base. Oui. Quand j'ai mis ça en avant et j'ai compris tout de suite que j'étais sur la bonne voie et je suis sur la bonne personne que je peux protéger et défendre en ce moment. C'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est victime, nous sommes victimes. Et du coup, on a peur de cette situation parce que il faut savoir, il y a un soulèvement populaire. Aujourd'hui, il y a une multitude de métis dans ce pays. Et aujourd'hui, si le métis s'élève par colère et par haine, ça sera catastrophique. Et on ne veut pas cette histoire de xénophobie, parce que vous savez, la xénophobie aujourd'hui en Afrique du Sud, ce que ça crée, ça peut arriver au Congo. On n'a pas encore fini l'histoire des Tutsis, des Hutus, machin, nanani, et aujourd'hui, on veut susciter cette histoire de métissage. C'est dangereux. Donc, selon vous, c'est un discours séparatiste. Voilà. C'est pour diviser le Congolais. Voilà. Donc, on doit laisser tout le monde postuler librement. Donc, vous êtes contre, vous avez condamné. J'ai vu, si la régie peut nous aider avec les images, votre message. Vous avez vraiment condamné les propos, ces propos discriminatoires, parce que les propos du ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbo, et puis le ministre Jean-Lucien Boussa. Oui. Oui. Donc, vous avez condamné. Alors,
Parlons toujours de ces débats sur la congolité. Certains Congolais estiment que c'est qu'on appelle demi-Dakar. Voilà. Vous autres, des demi-Dakar n'ont pas le cœur à la RDC. Ils peuvent trahir à tout moment, donc facilement. L'argument n'est-il pas valable? Écoutez, Madame Nicole, il y a eu une histoire qui s'est passée il y a pas 5 ans, 6 ans, c'est à peine. L'histoire de 100 jours. Où est passé l'argent de 100 jours? Je ne pense pas que c'est les métis qui ont bouffé cet argent. Ce n'est pas des pères et des mères. J'espère que c'est des pères et des mères. Parle un peu à toi. J'espère que c'est des pères et des mères. Les pères et les mères. Les pères et les mères. C'est eux qui ont eu les détournements de fonds. Tous ceux qui détournent, ce sont des Congolais, des pères et des mères. C'est des vrais Congolais, des pères et des mères. On a eu un débat un jour sur Internet. Il y a un monsieur qui répond, et ça fait quoi si ton enfant vient voler dans tes poches et tout, ça fait quoi et tout. Le débat est contradictoire. Donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui, en ce moment, ça ne peut que révolter. Ça ne peut que susciter la haine, quoi. Écoutez. Je pense que le temps est très mal choisi pour parler des situations discriminatoires en 21e siècle. Donc c'est un faux débat, il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Comme l'a toujours dit Moïse Katumbi, il faut plutôt changer les sociales, hein, améliorer la condition de vie des Congolais, c'est ça le plus important. Au finir avec la guerre dans l'est du pays, c'est ça le vrai débat en fait. Tout à fait. Congolité ou race, tribu, là ce sont vraiment des faux débats, donc il faut avancer, il faut évoluer. Donc vous êtes d'accord avec votre président Moïse Katumbi. Ouais. Ah bon, parlons toujours de Moïse Katumbi, puisque vous êtes Ensemble pour la République. Ces derniers temps, en tout cas, Moïse Katumbi fait actuellement face, face à certaines épreuves. Ces avions sont interdits de voler. Dernièrement, l'avion qui devait conduire les membres de son parti à un meeting là à Moba, dans les Tanganyika, n'a pas pu voler. Ils sont restés, ils ne sont plus partis faire leur travail là-bas à Moba. Selon vous, est-ce la persécution? On est en train de persécuter Moïse Katumbi comme à l'époque des Kabila? Mais vous voyez que la même situation revient. La situation qu'on a eue avec le PPRD et l'opposition. Nous nous sommes battus pour cette affaire. Une persécution, comme vous venez de le dire. M. Moïse Katumbi est persécuté. Pourquoi? On ne le sait pas. Moïse Katumbi était ensemble avec M. Jean-Pierre Bemba, il était avec Fayoulou, il était avec Tshisekedi avant que le monsieur dise que je retire, avant qu'il retire et devenir président de la République. L'histoire de juifs, machin et tout, des pères et de mères, il n'y en avait pas en ce moment-là. Quand ils étaient ensemble, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, parce que M. Moïse Katumbi presse à la présidence, il s'est retiré de l'Union sacrée. Il s'est retiré de l'Union sacrée. Il a annoncé sa candidature. Et voilà, tout ça pourquoi? Et ça fait mal, ça dérange. Ça dérange. Et du coup, ça se transforme en beaucoup de choses. On va arriver, on va acheter sur beaucoup de points. Vous allez voir qu'il n'y a pas seulement persécution sur les avions. Il n'y a pas seulement de bugs sur la vie privée de M. Katumbi. Il y en a plein de choses. L'avion de Mazembe aussi a subi le même sort. Hein, vous le savez. L'équipe devait aller jouer en Tanzanie. L'avion, on a refusé que l'avion puisse atterrir. Et puis l'équipe a pris carrément un vol régulier pour aller en Tanzanie. Donc du coup, Mazembe aujourd'hui fait face à la politique. Pourquoi? Le sport, c'est le loisir. Tout le monde, ennemi ou pas ennemi, on se retrouve au stade. Il ne faut pas faire les choses en mode mélange, quoi. Il ne faut pas mélanger Vita Imana dans la politique. Non. La politique reste la politique. Mazembe ne peut pas subir la circonstance d'aujourd'hui parce que M. Moïse Katumbi presse à la présidentielle, parce que M. Katumbi veut devenir président de Congolais et mélanger les choses parce que Mazembe, c'est... Attends, Mazembe, ce n'est pas la chose à Moïse Katumbi. Mazembe, c'est une force aujourd'hui. Mazembe, il fait l'honneur du drapeau à l'extérieur. Mazembe, aujourd'hui, il est connu. J'étais un jour dans un métro et un Marocain me dit, vous êtes Congolais? Je dis oui.
est-ce que vous connaissez le tout-puissant Mazembe? Il dit Mazembe. Je dis oui. Le Mazembe du président Moïse Katumbi. Donc, un Marocain qui reconnaît Moïse Katumbi par rapport à l'équipe Mazembe et tout. Donc, du coup, c'est le drapeau du Congo qui est en avant. On est bien d'accord. Mais pourquoi persécuter Mazembe aussi dans cette histoire de politique? Au moins, Mazembe fait son travail. Donc, on a tout politisé. Alors, puisque nous parlons comment, du sport de l'équipe Mazembe, vous le savez aussi, la FECOFA a décidé de délocaliser les matchs de Léopard qui va jouer à l'étranger au lieu de jouer ici en République démocratique du Congo. L'équipe nationale va jouer au Cameroun. Votre réaction par rapport à ça? La délocalisation des matchs concernant la non-homologation des stades. Madame Nicole, vous savez que le seul stade qui a été homologué, c'est le stade de Tout-Puissant Mazembe, un seul stade, mais bon... En province. Oui, en province, oui, à Lubumbashi, mais le club Vita et puis Desimpe et puis Lupopo ont choisi d'aller livrer leur match ailleurs, quoi, à l'étranger. Ils ont décliné l'offre de Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi a laissé céder le stade de Tout-Puissant Mazembe. Il a demandé à ce que tout le monde peut jouer, c'est le stade de tout, c'est pour la jeunesse, donc, mais bon... Mais alors, il faut se demander la question, qui a dit non? Qui a dit non? Qui a empêché ces équipes d'aller jouer là-bas? Et pourquoi? Pourquoi ils ne veulent pas aller jouer là-bas? Est-ce que c'est dans le propre gré de joueurs? Est-ce que... Bon, le ministre de Sport et Loisirs, donc du coup, il met son trait parce qu'il fait partie de l'IDPS ou parce qu'il fait partie du pouvoir. Ça n'a rien à voir, le Sport et Loisirs. Du coup, on peut faire marche arrière. Il y a même un joueur là, oui, ça, je crois, hein, Vané, hein, et je ne sais pas, Vané, hein, Van Wissa qui a tweeté, qui a dit que non, avec ça, vous voulez que nous soyons des meilleurs joueurs. C'est vraiment honteux qu'une équipe nationale aille jouer à l'étranger, au Cameroun. C'est vraiment honteux. C'est la honte. On a vu en 74... Certains joueurs ne sont pas d'accord hein, avec ça. Aujourd'hui, c'est la honte du Congo. Mais parce que l'équipe nationale quand même regroupe tout le monde. Hein. Il y a des joueurs de Mazembe, Desimpe, Vita, il y a tout le monde. Mais bon, aller jouer au Cameroun quand même, affréter un avion et puis payer des billets là comme ça et avoir des visas, c'est quand même compliqué, non? Mais le Congo, c'est un grand pays, chose qu'on n'a jamais fait. C'est le trésor public qui saigne, hein. Cet argent pourrait bien faire autre chose. Autre chose, voilà. Par exemple, réhabiliter le stade aussi, parce que le stade de Martyrs pose problème. Il y a beaucoup de choses à faire et au lieu d'aller dépenser beaucoup d'argent comme ça. Le Congolais ne se déplace jamais. On a eu en 74 le combat du siècle de Mohamed Ali Foreman. Ça s'est passé où? Ici au Congo. Principalement au stade du Vémé. Pourquoi? Parce que le Zaïre était un grand pays. Mais pourquoi pas aujourd'hui le stade de Martyrs? Mais attendez, le stade de France, il ne se rapproche pas à 10 mètres du stade de Martyrs. Le stade de Martyrs, mais c'est un plus beau stade du monde. Mais aujourd'hui, pourquoi on est dans cette situation? Parce que le stade, il est très mal entretenu. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de boîtes d'intérim. Il devait y avoir des intérimaires qui passeraient là tous les jours. Chaque jour faire l'entretien, les nettoyages, on ne serait pas dans cette situation. Un stade homologué, bien le dire, mais le stade de Martyrs, c'est un grand stade qui est aujourd'hui incomparable avec plein de stades du monde parce qu'aujourd'hui, on est dans cette situation, on est homologué. Voilà, le stade de Martyrs n'est pas prêt et tout. Pourquoi? Parce que les dirigeants... ils n'assument pas. Et à qui comme la responsabilité? C'est au ministre des Sports ou comment? Mais c'est lui le patron. C'est lui le patron, le ministre des Sports. Serge Condé. C'est lui le patron. Et selon vous, il ne fait pas bien son travail? Mais tout à fait. Et la preuve, elle est là devant nos yeux, noir sur blanc. On essaye de voir tous. Mais ce qui est la honte, aujourd'hui, c'est tout le monde qui voit. C'est dans le monde entier. Partout. Aujourd'hui, l'Internet, il est trop speed. Allez sur Twitter, vous allez voir des photos de Martyrs, il y a la piste, il y a partout. Mais attendez, le stade de Martyrs, c'est l'enfer. Il faut voir, mais ils ont raison.
Ils ont raison. Alors, puisque nous sommes toujours dans ces chapitres de sport, l'affaire Martin Bacolé, je ne sais pas si vous êtes au courant, le boxeur qui a perçu 100 000 $, du coup, comme ça, on a décaissé 100 000 $ et puis on a remis en main propre au boxeur. Je ne sais pas s'il n'a pas de compte bancaire ou comment, c'est un peu compliqué. Et arrivé à l'étranger, le boxeur dit qu'il n'a plus combat. J'ai vu ça à la télé. L'arnaque. J'ai vu ça à la télé comme tout le monde. J'étais même choqué de voir un boxeur en train de se plaindre et tout pour les soutiens et tout. Bah, après 2-3 jours, j'ai vu chez Sango, Bossolo Israël Mutombo. Il s'est plaint, il a marché pour lui. Il y avait notre frère Pélé Mongo qui a même donné quelque chose en avance, je ne sais pas, 10 000 $, entend dire. Et ils l'ont ramené. Le monsieur a été bien servi, 100 000 $. Et du jour au lendemain, même pas une semaine, le monsieur il rentre à la télé pour nous dire que voilà, machin, je ne suis pas un escroc. C'est parce que jusque-là, il n'y a pas de gens pour combattre avec moi et tout. Mais... Et pourtant, ici, il avait annoncé qu'il allait... tout à fait. Il avait un combat avec Hunter, je ne sais pas, Hunter. Et voilà. Il a annoncé ici Michael, je sais pas, oui, ici à Kinshasa. Mais après avoir perçu les 100 000 $, il arrive là-bas qu'il n'a plus d'adversaire, il n'y a pas combat, tout ça. Il paraît que même Hunter a été contacté. Il dit qu'il n'est pas au courant de ça. Qui n'a jamais comment un combat ou préparé un combat avec Bacolé, non, rien du tout. J'ai vu sur Twitter que le monsieur est en train de dire que voilà, il n'y a pas de combat pour moi parce que tous les prestants sont négatifs, ils ne veulent pas combattre avec moi, machin, mais Bacolé a presté pour le monsieur. Mais j'ai un combat avec monsieur Hunter et tout, voilà, j'aurai le combat à cette date. Et arrivant à la date... Le 4 mars. Le 4 mars. Oui. Bientôt, on sera près du combat. Le monsieur dit, ben, écoutez, le 4 mars est retenu, mais monsieur Hunter, ça ne sera plus lui parce que là, en ce moment, on me cherche la personne qui combattra avec moi. Mais soyons sérieux. On te donne les 100 000 $ pour un combat préparé, planifié, et après les 100 000 $, les langages changent. Mais à savoir aussi, est-ce que ces combats étaient vraiment planifiés, préparés? Est-ce que la fédération de boxe, je ne sais pas, il y a une fédération, parce qu'un boxeur ne peut pas lui-même, comme ça, organiser un combat, et puis il y a des managers, non? Bien sûr. Mais il est allé seul percevoir cet argent, il n'y avait pas de manager à côté de lui, il n'y avait pas la fédération. C'est la fédération qui s'occupe de ça. Moi, je ne suis pas trop sport, mais je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Sortir 100 000 $ comme ça, du coup, 100 000 $ et mettre... à un boxeur comme ça, sans pour autant vérifier, c'est quand même compliqué, non? Je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Dans un pays sérieux, le boxeur doit être interpellé normalement. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est un détournement. Et l'affaire ICC... Il a tourné en bourrique tout le monde, il a roulé les gens. Effectivement. Tout un gouvernement, toute une république. Mais il y avait qui derrière cette histoire? Et ça se passe quand? Ça se passe comment? Le monsieur, il rentre dans l'avion, il passe la frontière, il arrive de l'autre côté, et c'est là l'affaire CC, qu'il n'y a plus de combat. Il avait même pris la moto, hein, quand il a perçu son argent, il est sorti de là, il a pris la moto. Cette déclaration s'est faite quand? Cette déclaration s'est faite quand le monsieur n'était plus sur le sol congolais. Oui, quand il est arrivé à l'étranger. Quand il est arrivé à l'étranger. Donc c'est de l'arnaque. Qui est derrière ça? Ça va se savoir. On attend le prochain combat. C'est bizarre quand même. Il rendra compte en fait. Il doit être interpellé parce que moi ça me dépasse franchement. Moi je ne peux pas comprendre donner à un joueur et pourtant il y a des transactions bancaires, il y a la bancarisation, tout ça. Et justement, puis, on a filmé, on a balancé la vidéo sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'était pour nous impressionner. Moi j'ai trouvé ça vraiment c'est de l'amateurisme hein, quelque part. Donc, parce que là, si je suis journaliste, je ne peux pas émettre mon point de vue. En tout cas, j'ai envie d'émettre un point de vue. Alors, pour clore ces chapitres, et selon vous, pour clôturer, il y a comment un désordre, vous trouvez, au sein de ces ministères, hein, parce que le ministre des Sports devait quand même enquêter, non? Et même le journaliste d'investigation qui était là devait aussi enquêter quand même. Comment vous trouvez cette situation? Ça vous dépasse aussi? Ça me dépasse. Ça, c'est une suite. Vous êtes dépassé? C'est une suite de désordres. C'est une continuité des désordres. Ça s'enchaîne en fait. Mais pour passer à autre chose quand même, vous vivez à Paris. Vous êtes arrivé, vous avez fait, je crois, un mois déjà ici à Kinshasa. Mais comment trouvez-vous d'abord la marche du pays?
Comment avez-vous trouvé Kinshasa? Est-ce que ça a changé ou il y a amélioration de conditions de vie de la population? Vous êtes natif de Kasavubu, vous avez fait quand même un tour à Kasavubu, tout ça. Comment vous voyez quand même les pays? Est-ce que ça va? Ça évolue quand même, les infrastructures, l'électricité, voilà. Comment trouvez-vous, bref, la gestion du pays sous Fathi? C'est scandaleux. 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 À voir comment aujourd'hui le transport en lui-même, on a des multitudes de motos qui n'en avaient pas avant. La situation d'aujourd'hui, catastrophique à entendre qu'aujourd'hui on mange du pain fabriqué de manioc. Ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. La population d'avant qui se démerdait petit à petit et tout, mais maintenant, ça ne s'en sort plus. Je vis dans le quartier, comment les gens sont en train de mourir. Donc il y a une régression, il n'y a pas de progrès social. Il n'y a pas de progrès. L'UDPS vient de célébrer les 41 ans. Selon un cadre de l'UDPS que j'ai reçu ici, il a dit qu'il y a une bonne gestion, que tout va très bien, il y a amélioration des conditions de vie, il y a un progrès social et Fathi fera 8 mandats. Ah ben, voyons voir, hein, parce que c'est l'UDPS qui décide en ce moment, ils disent ce qu'ils veulent. Ils vont un peu plus loin attaquer les prêtres, machin et tout. Ils font la loi, mais 8 ans, 8 mandats, c'est... 8 mandats, ben, ça c'est 10 ans que c'est la personne qui dit 8 mandats. Ils seront emboutés. Le bilan est positif, négatif selon vous? Le bilan est négatif. Largement négatif. 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 Ouais. Alors, puisque vous venez de parler de prêtres là dernièrement, lors de la visite du pape François, une polémique a éclaté entre l'UDPS et le cardinal Ambongo. Le prélat catholique a été vraiment insulté, hein, on l'a insulté par les militants de l'UDPS, et même le CGE de l'UDPS également. Comment les trouvez-vous? Cette guerre entre l'église catholique, Ambongo, et puis les pouvoirs de Kinshasa. Madame Nicole, l'église catholique reste apolitique, l'église catholique reste neutre. C'est la même église catholique qui a combattu le pouvoir de Mobutu avec Monsengo. C'est le même église catholique. Monsengo, c'était avec Kabila. Avec Kabila. Les médiocres dégagent. Ah ben c'est qui Cardinal Malula. Malula, c'était avec... Malula. Et Tchaou avec les pères. Avec les pères, voilà. Donc chaque président de la République a son cardinal. Tout à fait. L'église catholique a été... Aujourd'hui, Ambongo avec Fathi. Toujours sur sa position. Aujourd'hui, Ambongo. L'église catholique c'est juste pour la bonne gouvernance. Quand il y a une bonne marche, l'église catholique est là pour applaudir et dire que c'est bon. Mais quand ça ne marche pas, comment voulez-vous qu'un prêtre mente à son patron? Parce que le pape, c'est le patron de l'église catholique. Il est venu pour que M. Ambongo lui rende des comptes, Monseigneur lui rende des comptes. Il ne peut pas se mettre devant la population et mentir. Il a dit vrai. Et pourquoi il doit recevoir des injures et des insultes à la place? Mais non. Il faut un peu de respect. Et pourtant, à l'époque de Kabila, l'église catholique était toujours avec l'opposition, parce que le pouvoir en place était dans l'opposition. Quand même, ils ont vécu des choses terribles, tout ça, dans l'opposition, l'UDPS, tout ça. Aujourd'hui, au pouvoir, je ne sais pas, hein, c'est comme si les politiques n'aiment pas entendre la vérité. Hein, vous les politiques, vous n'aimez pas entendre la vérité. Mais la vérité, quand vous êtes dans l'opposition, vous êtes avec l'église, vous êtes avec la population. Dès que vous arrivez au pouvoir dans les affaires, c'est fini, quoi. Vous ne voulez plus de critiques, vous devenez intolérant. Cela est dû à quoi? Mais vous savez, madame, le pouvoir, c'est quelque chose qui peut changer la face du monde. Le pouvoir dans le bon sens, bah, si vous les manipulez dans le bon sens, ça vous ramène dans le bon côté. Mais écoutez, le pouvoir, si vous ramenez dans le mauvais sens, d'un côté, vous devenez un vrai aigri. La vérité vous blesse. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, l'UDPS ne fait pas la vérité. Or, c'est le même UDPS qui se sont battus pour la démocratie, le même UDPS qui ont dit que voilà, M. Mobutu dictateur, ou voilà, M. Kabila dictateur et tout. On veut ça, et on était tous d'accord. Mais aujourd'hui, on voit l'UDPS qui était du bon côté, qui change de visage. L'UDPS ne veut plus être reproché. L'UDPS veut faire de sa manière. Et voilà, aujourd'hui, on en est.
On est bien d'accord que... Mais vous m'avez même dit que dans le couloir, le jour où Félix Tshisekedi a fait son discours de campagne, qu'il allait transformer la RDC en Allemagne d'Afrique, vous étiez là. Ben ouais, vous étiez présent. J'étais à Aubervilliers, j'étais là, j'ai fait la queue comme tout le monde. Je suis rentré, j'ai suivi le discours du Tshisekedi, un discours simplement parfait. Parfait dans tous les sens, j'ai applaudi et j'étais d'accord. Et avoir sur le terrain le monsieur qui nous a promis beaucoup de choses et enfin qui nous trahit comme ça aux yeux aussi de tout le monde. Allez-y comprendre, que voulez-vous? Donc vous êtes déçu, je suis totalement déçu. Déçu de ce que j'ai entendu. J'ai été critiqué par mes miens. Mais allez-y, monsieur, vous suivez, monsieur Tshisekedi là-bas. Il y a eu même des bastons. On a eu des amis qui ont été tabassés à cause de cette histoire d'Aubervilliers. Mais aujourd'hui, on en est. Je donne raison à cela. Ah, d'accord. Alors, à l'UDPS, on soupçonne le cardinal Ambongo de rouler pour vous, l'opposition. Est-ce votre avis? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est comme je viens de le souligner tout à l'heure. L'Église catholique est apolitique. L'Église catholique fait son devoir et son travail de la population. L'Église catholique est derrière la population et non derrière les politiciens. Aujourd'hui, quand c'est pas bon, ils disent c'est pas bon. Et quand ça sera bon, ils vont applaudir. Oh, d'accord. Alors, rapidement, on nous signale que nous sommes déjà arrivés. Quand même, la situation sécuritaire, c'est très important. En tout cas, donnez-moi une minute. Parlons un peu de la situation dans l'Est du pays. En dépit du front diplomatique, le M23 ne lâche pas prise. Est-on parti pour comment perdre cette partie du pays en faveur du Rwanda? Mais Mobutu a dit en slogan, le Congo restera un et indivisible. Le Rwanda, c'est un petit pays. Devant le Congo, il ne vaut rien. Cette guerre est une guerre qui peut se finir en 48 heures, vous finissez cette guerre. Alors, que faire pour déloger le M23, les territoires occupés? Parce qu'ils sont toujours là, ils ne lâchent pas prise. Aujourd'hui, on apprend que le chef de l'État est en Éthiopie, il va rencontrer Kagame et puis le président angolais, je ne sais pas. Pour quel résultat au finish? Ça, c'est la 40e fois. Pour la 40e fois, là, je ne sais pas, 40e fois, mais cette histoire de parler, de dire des choses, tourner en rond et tout. Battons-nous, allons à la guerre. Comme ça, on verra la suite. Vous voulez qu'on fasse la guerre au Rwanda, qu'on déclare la guerre, que le président puisse déclarer la guerre? Mais les présidents disent que la guerre coûtait trop cher, qu'il faut la voie diplomatique, il faut négocier, tout ça, mais... La guerre coûte trop cher. On attendra tout le jour les morts et les morts et les morts à l'Est. Eh bien, s'il faut attendre, on va finir la population de l'Est. Cette situation pourra aussi empêcher la tenue des élections, hein? Vous ne trouvez pas? Mais est-ce que les élections empêchera que les M23 continuent de s'installer? Non. Et s'il faut faire l'attaque aux M23... Est-ce que la population des Rutshuru s'est enrôlée? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu un enrôlement là-bas, dans cette partie de l'Est du pays? Parce que déjà, nos confrères de comment, Top Congo n'aimait plus, hein, à Rutshuru. Les M23 s'est imposé, a même coupé le signal, hein, de cette radio. Mais c'est tout à fait normal, la situation est insécuritaire, la zone, malgré la présence de l'EAC, la force régionale. Ouais, mais écoutez... Il y a plusieurs forces là-bas. Il y a la MONUSCO. Qui voudra aller monter les machines, enrôler là où il y a des bruits, des balles et tout, je pense que c'est quasiment impossible. Et pour vous, c'est quoi la solution? À part la guerre, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des propositions, rapidement? Mais à part la guerre, il n'y aura rien, parce que ces gens, ils n'écouteront pas. Ils écoutent les bruits des armes. Le Congo est un pays fort. On n'a plus le temps d'écouter. On a le temps maintenant d'aller nous battre. Parce que les retenues, les attentes et tout, il y en a marre. Il faut aller au point. Allons-y, battons-nous. Un dernier message de la fin. Si vous avez des propositions pour le développement du pays, l'amélioration des conditions de vie de la population. Aujourd'hui, si vous étiez au pouvoir, si Moïse Katumbi devenait président de la République, hein, est-ce qu'il va finir la guerre, hein? Qu'est-ce qui va changer? Le souci primordial, c'est remettre la paix à l'Est, que nos frères et sœurs, confrères de l'Est, puissent revivre une vie normale.
les femmes qui sont tous les jours persécutées, violées et tout, que ça s'arrête tout ça. Et remettre des conditions durables à Kinshasa, côté médecine, socio-culturelle, l'école, et dans l'ensemble, comment je peux dire, l'alimentation, pour que tout redevienne en ordre comme avant. Notre ancien beau pays Kinshasa, belle ville Kinshasa, notre beau pays Congo, comme on disait à l'époque. Que le pays soit transformé en Allemagne, pourquoi pas à Paris, c'est possible. Hein? C'est possible. C'est possible. Parce que Moïse Katumbi a dit que non, c'est possible, un changement, un Congo nouveau, c'est possible. Donc il faut seulement que nos dirigeants aient cette bonne foi de changer les choses, de faire bien les choses, et surtout changement de mentalité. Hein? C'est ça. Donc c'est vraiment très important, parce que tu sais ce qui se passe dans le pays, c'est trop compliqué. En tout cas, ce sera tout. Merci, Monsieur Philippe Topeli. Merci de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Monsieur Philippe Topeli. Il est cadre de Ensemble. Il s'est présenté et vous l'avez découvert avec moi. Donc voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.